Comment discerner un trouble du comportement alimentaire? Donc, tout d'abord, il faut évaluer les facteurs de risque. Dans les PowerPoint qui vont suivre, je vais vous expliquer un peu quels sont les facteurs de risque, comment un peu les évaluer. Créer un lien de confiance avec votre client qu'il ne faudra jamais briser. L'outil numéro 1 à ma clientèle avec les personnes qui sont atteintes de troubles alimentaires ou ceux-là que vous allez avoir à faire avec, c'est d'avoir un lien de béton avec eux. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous avez un lien de distance avec eux ou si vous n'avez pas de lien du tout. C'est important de créer un lien pour que la personne s'ouvre de plus en plus à vous. Il va de soi, je vais vous expliquer un peu plus tard aussi, que les troubles alimentaires viennent directement avec soit l'enfance, soit un stresseur quelconque, soit une problématique quelconque. Ça pourrait être une personne qui est bipolaire, qui a développé un trouble alimentaire dès qu'elle est en high, ou etc. Je vais vous expliquer aussi plus tard. Donc, c'est important d'avoir un lien pour que la personne soit capable de s'ouvrir à vous, vous raconter c'est quoi les problématiques qu'elle a eues dans son enfance, c'est quoi les troubles qu'elle vit actuellement, c'est quoi ses stresseurs. Puis pour s'ouvrir par rapport à ça, il faut nécessairement avoir un grand lien avec votre clientèle. Il ne faut jamais juger quelconque comportement afin que le client se sente à l'aise de s'ouvrir de plus en plus à vous. Donc, optez pour une écoute active. Une écoute active, c'est une technique de communication qui est très importante. Donc, il ne faut pas seulement dire OK, mais bien participer, avoir une belle écoute, puis relancer par des questions. Vous allez voir que si vous relancez votre client avec plusieurs questions par rapport à la problématique qu'il vous raconte, il va s'ouvrir de plus en plus, puis que le lien va être créé en 30-45 minutes, beaucoup plus fort que vous pouvez le penser. Donc, l'écoute active, super important. Remarquez les patterns lorsque vous remarquez un plan alimentaire. Si vous en remettez un, ça dépend des problématiques, encore une fois. Si la personne est déjà sur une structure alimentaire, on la garde. Si la personne ne l'est pas, on ne la met pas dessus, on va développer un nouveau trouble alimentaire. Donc, binge, grosse triche, rage incontrôlable, etc. Ça va vous permettre de bien le discerner. Si la personne, elle arrive, elle dit moi, j'ai été tous les samedis, je m'en vais manger 12 burgers au restaurant, c'est sûr qu'il y a une petite problématique au niveau de la gestion émotionnelle ou de la gestion par rapport à un trouble alimentaire qui pourrait exister. Donc, les facteurs de risque se divisent en 4. Donc, les facteurs individuels, les familiaux, les culturels et les génétiques. Donc, les individuels, c'est souvent par rapport à notre estime, par rapport à notre image qu'on a de nous-mêmes. Donc, l'image corporelle est négative. Les anorexiques, par exemple, vont toujours avoir une image négative d'eux-mêmes. Les boulimiques, ça dépend des phases. Des fois, ils se trouvent super belles ou super beaux, super en santé. D'autres fois, ils vont se trouver vraiment pas confortables. Encore une fois, c'est une réponse au stress. La personne vit un gros stresseur, se sent nécessairement plus rétentionné, avec une plus grosse rétention d'eau, se sent enflé, pas belle, le visage a grossi. C'est juste par rapport à un stress qu'elle vit présentement. Là, oups, je me sens pas bien dans mon corps, je suis rendu gros, je n'ai plus vivre cette problématique-là, comportement compensatoire va s'en suivre. Ou suite à un binge, bien entendu. Il y a une faible estime d'eux-mêmes. C'est toujours une recherche de contrôle, les troubles alimentaires. Donc, c'est souvent, ou majoritairement, une estime d'eux-mêmes qui est trop basse. Une personne qui a une grosse estime d'elle-même va rarement avoir un trouble alimentaire. Une faible maîtrise des comportements compulsifs, la tendance à la dramatisation. Donc, c'est toujours l'enfer. Mon Dieu Seigneur, je ne peux pas croire que j'ai pris 50 livres. Dans le fond, il y a peut-être 1 livre ou 2 livres de plus sur la balance. Balance n'étant pas importante, soit dit en passant. Ils vont dramatiser leur problématique. C'est l'enfer ce que je vis présentement. Mes stresseurs ne sont pas gérables. Je suis aussi bien mourir. Tout est vu de façon plus dramatique qu'à l'habitude. Le refus de vieillir, ça fait souvent développer un trouble alimentaire aussi. Comme je vous ai dit, quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, souvent, le corps change, on devient femme pour les femmes. Donc là, on cherche à revenir à l'âge d'adolescence. De même, quand on arrive à l'âge 40 ans à 60 ans, là, il y a des signes qui se font sentir par rapport à la vieillesse. On veut retourner à notre état initial. On a pris 15 livres parce que nos hormones ont encore changé. Donc, on cherche à revenir à cet état-là. C'est souvent ça aussi qui va développer un trouble alimentaire. Les facteurs familiaux, donc l'alcoolisme, la toxicomanie, la violence, l'inceste, les agressions sexuelles, la famille ou la minceur est un facteur familial fort. Donc, dès l'adolescence, il développe une espèce de trouble alimentaire où il ne faut pas manger de glucides, il ne faut pas trop manger, il faut être sur un régime de choux, il faut manger 7 jours que de la soupe, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'on va s'en suivre une problématique au niveau du trouble alimentaire suite à ça. Les familles où les diètes font partie de la routine familiale, un peu comme je viens de vous parler. Les familles où il y a peu de place pour développer d'autonomie, les familles qui sont dysfonctionnelles. Donc, tout ce qui a rapport au dysfonctionnement, donc l'alcoolisme, violence, inceste, ça en fait partie aussi, va développer un trouble alimentaire souvent chez les gens parce qu'ils vont aller chercher une espèce de contrôle. Si je dis, par exemple, une personne s'est fait violer, elle n'a pas eu le contrôle au niveau de sa sexualité. Elle a perdu sa sexualité avec une personne qui l'a violée. Ça a été difficile pour elle à vivre. C'est quelque chose qu'elle vit de façon continuelle puis qu'elle vit encore ses sexualités d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'elle recherche un contrôle ailleurs, souvent dans la nourriture, où là, elle va être en contrôle d'elle-même. Elle va décider de ne pas manger, ou elle va décider de trop manger, elle va décider de s'entraîner trop fort. Il va au moins avoir une espèce de contrôle sur elle, puis elle va se sentir plus en sécurité de cette façon-là.
Les facteurs culturels, donc les messages des médias, malheureusement, ou heureusement, parce que je trouve qu'en 2017, on s'améliore un peu plus, mais il y a quelques années et encore aujourd'hui, ce qui est véhiculé dans les magazines, dans les médias, c'est d'être le plus mince possible, la plus belle ou le plus beau possible. Donc, il y a des standards physiques qui sont pratiquement inatteignables. Donc, on peut souvent voir dans les vidéos, les personnes en réalité n'ont pas l'air de ça, mais pas du tout, mais sur une photo photoshopée au final, c'est vraiment ce qui est véhiculé. Donc, on recherche à ressembler à cette personne-là, ce qui est pratiquement vraiment impossible. Il y a une croyance que la minceur est synonyme de bonheur, féminité, réussite et perfection. Donc, c'est encore une fois ce qui est véhiculé dans les médias. La personne a l'air en pleine santé, pleinement heureuse, en pleine réussite financière, en pleine réussite au niveau de son travail. Donc, on cherche à ressembler à ça parce que ce physique-là égale réussir. L'incidence des réseaux pour être en forme et en santé. De plus en plus, les personnes qui ont des troubles vont regarder des vidéos ou des publications sur Facebook ou tout autre réseau pour qu'ils véhiculent le fait que manger sainement, c'est pertinent, puis peu importe ça va être quoi le sujet de discussion de ce moment-là, puis ils vont prendre ça au pied de la lettre puis l'appliquer beaucoup trop strictement, ce qui va développer encore une fois la profondeur au niveau de leur trouble alimentaire. L'augmentation des chirurgies, donc de plus en plus les personnes font appel à des chirurgies mammaires, chirurgie physique, chirurgie du visage pour améliorer leur physique, donc on développe de plus en plus le goût de devenir la perfection. L'abondance des régimes promettant la minceur et le bas pourcentage de masse adipeuse. Ça, encore une fois, c'est pour une personne qui développe un trouble alimentaire ou qui a la misère à ne pas ancrer une problématique au niveau de l'alimentation, il va falloir faire attention au niveau des régimes, au niveau de ce qui est véhiculé par rapport aux structures alimentaires. Ça va être là que vous allez être super pertinent, puis il va falloir faire attention aussi. Les facteurs génétiques. Donc, si depuis des années, les troubles alimentaires se promènent de famille en famille, ça peut arriver. La grand-mère avait un trouble alimentaire, elle a donné le trouble alimentaire donné. Par les années, elle a laissé le trouble alimentaire à sa fille, que sa fille l'a donné à sa fille, puis ça continue, et ainsi de suite. Ça arrive souvent aussi parce que, exemple, la personne a un comportement compensatoire, ce que j'ai dans ma clientèle aussi. La personne ingérait des laxatifs pour compenser sa nourriture qu'elle avait ingérée, mais donnait des laxatifs à son enfant aussi. Donc, la personne, c'est sûr qu'avec des années, consomme des laxatifs, a tendance à vouloir donner des laxatifs à son enfant pour éviter qu'elle ne se sente pas bien dans sa peau parce que c'est important d'avoir un aspect et une image corporelle qui est dans les standards. Donc là, on voit ici que la problématique s'installe de famille en famille. L'obésité, toute la famille est obèse, donc la personne ne veut absolument pas devenir. Ça s'en développe un trouble pour ne pas ressembler à sa famille, ou le moins possible du moins. Les troubles de l'humeur, puis l'alcoolisme, la toxicomanie. Le cerveau et les troubles alimentaires. Le principe de quelconque dépendance, que ce soit alcoolisme, drogue ou encore alimentation, fonctionne relativement comme le principe du trouble alimentaire. Donc, rechute, sevrage, difficulté, c'est ce que vous allez vivre. C'est sûr et certain qu'il va s'en suivre des rechutes. Je vais vous en parler un peu plus tard aussi. Il va falloir être prêt à faire face. Il n'y a aucune problématique à ça. C'est juste d'y faire face, savoir comment gérer, pour par la suite savoir comment gérer nos rechutes. Personnellement, j'ai eu des troubles alimentaires. J'ai commencé avec l'anorexie où je mangeais juste un yogourt grec par jour avec un petit peu de cocombe. Ça a duré plusieurs mois, voire des années, où là, j'ai perdu beaucoup de poids, effectivement. Mon poids a descendu drastiquement, je dirais environ 55-60 livres. Pour par la suite changer mon trouble alimentaire, parce que le trouble alimentaire peut souvent se promener de trouble en trouble, puis aller vers la boulimie où j'avais un comportement compensatoire par rapport à l'entraînement, comme je vous ai dit. Il y avait un surentraînement qui s'en suivait. Par la suite, j'aimais de plus en plus l'entraînement, comme vous pouvez deviner. Donc, j'ai changé mon trouble pour la bigorexie, la maladie qui est souvent rattachée au fitness, où j'ai fait des compétitions de fitness. Là, je ne dis pas que les compétitions de fitness engendrent nécessairement un trouble alimentaire, c'est juste que moi, c'était maladif. Si j'avais à manger 150 grammes de viande, j'en mangeais 150 et non 151 grammes. Si j'avais à m'entraîner 8 fois par semaine ou 6 fois par semaine, je m'entraînais exactement le même nombre, même si j'avais eu 1 million de grammes dans ma semaine, c'est hors de question. J'aurais pu aller m'entraîner à 2 heures du matin s'il fallait que je complète mon entraînement. Là, je me suis rendu compte que j'avais un trouble alimentaire. À ce moment-là, ça a pris du temps parce que tout le monde me valorisait, tout le monde disait que j'étais donc parfaite et en santé, de faire des compétitions comme ça, que j'étais donc bien belle, que mon corps avait changé, j'étais rendue musclée, je m'étais sortie de l'anorexie. Donc, ça avait l'air d'être la perfection. Donc, ça a été dur pour moi d'assumer que j'avais un trouble alimentaire. C'est à ce moment-là que, avec les années, j'ai fini par m'en rendre compte. Puis c'est à ce moment-là que j'ai travaillé beaucoup au niveau des troubles alimentaires. Pour revenir au fait que les rechutes, c'est normal, encore aujourd'hui, je suis en plein contrôle de mon trouble alimentaire. Je n'ai pas de problématique, mais si j'ai des stresseurs vraiment élevés ou si ma vie ne fait plus son sens, comme tout le monde, ça peut arriver quelques semaines par année,
le trouble alimentaire me rentre en tête. Ce qui me rentre en tête, c'est de manger, c'est l'orthorexie. C'est de manger que sainement, de ne pas me permettre de tricher, de ne pas rien faire. Ça me rentre en tête, ça me sort d'une oreille, par exemple. Je suis capable de me parler, de me dire, ça va bien aller, il n'y a pas de problématique avec ça, mais il a dit, t'es juste trop stressé. Oups, c'est parti, puis je continue mes affaires, puis ma vie va bien. Donc, c'est pour vous dire que les rechutes, même après des années, ça peut revenir. C'est juste qu'on apprend à gérer. Tu sais, 5 ans, 7 ans, 8 ans de ça n'aurait pas été ça, là, ma rechute. Ça aurait été une grosse rechute qui s'en serait suivi des heures et des heures d'entraînement. J'aurais suivi une structure alimentaire très stricte. J'aurais perdu trop de livres. J'aurais perdu ma masse musculaire pour finalement m'en rendre compte puis là, me sortir de ma rechute. Mais maintenant, ça dure 10 minutes puis c'est réglé. Bon, comme je vous ai dit, la comorbidité. Donc, ça veut dire que le trouble alimentaire peut ou est accompagné d'une problématique quelconque. Donc, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas aussi. Souvent, le trouble alimentaire va être joint à un trouble de l'humeur, 87 % comme vous pouvez voir, l'impulsivité, des troubles anxieux, encore une fois, 89 % des troubles de la personnalité, 72 % victimisation sexuelle, alcoolisme et toxicomanie. Quand on reconnaît une comorbidité, c'est important d'aller travailler cette problématique-là avant de travailler le trouble alimentaire. Dans le fond, c'est que la problématique engendre le trouble alimentaire. Donc, si on essaie de travailler le trouble, on n'arrivera jamais à régler la problématique. Il va tout le temps s'en suivre une problématique dès que le trouble quelconque va refaire surface. Si, par exemple, la personne a un trouble de l'humeur, il faut aller travailler, c'est sûr qu'on ne réglera pas son trouble de l'humeur à 100 %. Il faut aller travailler son trouble de l'humeur avec sa gestion au niveau de ses stresseurs, sa gestion au niveau de son trouble, travailler avec des outils à ce niveau-là avant de penser à travailler le trouble alimentaire. Vous allez être surpris, souvent quand vous gérez le trouble, c'est terminé, il n'y a plus de problématique au niveau de l'alimentation. Donc, trouble de l'humeur, c'est quoi? Dépression, irritabilité, problème de concentration, pensée suicidaire. Donc, la personne est ultra dépressive. C'est sûr que si dans son passé, par exemple, elle a déjà eu des problématiques au niveau de l'alimentation, elle va avoir tendance à se remettre dans ce pattern-là parce que c'est là où elle se sent le plus confortable. Ça va toujours être là où elle pense, en fait, qu'elle se sent le plus confortable. Problème du sommeil, encore une fois, on n'a plus de gestion par rapport à nous, on est fatigué, on a l'accumulation de fatigue, on n'a plus d'énergie en journée. Qu'est-ce qui s'ensuit? Des pensées qui sont plus négatives, des pensées où on veut se sentir confortable, ou on se sent confortable quand on contrôle notre alimentation. C'est la même chose pour les 5 problématiques. Les troubles anxieux, c'est des idées obsessives, des comportements qui sont compulsifs, des phobies sociales, l'anxiété généralisée, des crises de panique. Encore une fois, c'est toujours par rapport au stress. Quand le stress est trop élevé, la gestion au niveau de l'alimentation n'est jamais saine. Il y a aussi les troubles anxieux. Donc, les troubles anxieux, ça va être des idées obsessives, des comportements compulsifs, des phobies sociales, de l'anxiété généralisée, des crises de panique. Encore une fois, tout est relié au stress. Qu'on ait un trouble alimentaire ou pas de trouble alimentaire, quand on est en période de stress, vous allez d'accord avec moi, il y a une moins bonne gestion au niveau émotionnel puis de toutes les sphères de nos vies. On est moins heureux en amour, on est moins heureux avec nos amis, ça va moins bien au travail, la gestion au niveau de l'alimentation est moins bonne, on n'a plus envie de se faire à manger, on a envie de manger tout ce qui nous passe sous la main le soir. Tout le monde a cette espèce de pattern-là ancré en soi. Donc, les troubles alimentaires, il faut savoir que c'est encore pire et plus prononcé parce que la problématique est bien installée. Les troubles de personnalité, donc, c'est des choses qu'on voit souvent aussi. Les borderline, parce qu'ils ont un manque de régulation au niveau émotionnel. Les personnes évitantes, dans le fond, une personne évitante, c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur, l'inhibition sociale, l'hypersensibilité au jugement d'autrui. Les personnes qui sont dites dépendantes, donc la soumission, la peur de la séparation, ça peut être des problématiques qui vont engendrer plus le trouble alimentaire. Puis les obsessionnels, donc les préoccupations concernant l'ordre, le perfectionnisme, le contrôle, la rigidité. Les personnes qui n'ont pas de contrôle dans aucune sphère de leur vie, comme je vous ai dit, vont aller chercher un contrôle quelque part. Donc, le contrôle le plus facile à avoir, c'est toujours par rapport à l'alimentation. C'est quelque chose qu'on est certain d'être capable de contrôler, soit qu'on mange trop ou qu'on mange pas assez.